Hello Cyril, hello Laurent, quel plaisir de vous revoir à la Stammtisch. Je vous offre un Red Bull, un petit shot, faut à tout prix rester en forme cette semaine. Cyril, tu veux quoi d'autre? Alors écoute, moi Lyndon, je prendrais volontiers une Krušovice. C'est une bière tchèque en l'honneur de mon ami Roman Červenka. C'est noté, Laurent. Alors c'est un peu spécial, avant c'est pour fêter les débuts des pré-playoffs, je vous ai créé un petit cocktail bien corsé. Un Take 5, ça vous dit? Je fais ça, j'arrive dans 5. La Stammtisch, proposée par le Journal du Jura. Messieurs, on attaque directement l'épisode, sans transition, car les choses sérieuses commencent enfin. Quand même les petites présentations, comme d'hab, à l'aile droite, Laurent Kleissel, responsable des sports au Journal du Jura. à l'aile gauche. Cyril Pache, journaliste à Sport Center, lematin.ch, 20 minutes, le matin dimanche, Tribune de Genève et 24. L'école du ballon aussi, non? Non, ça s'arrête là pour l'instant. Pour l'instant. Et au centre, moi-même, Lyndon Viglino, responsable de la fréquence francophone de Canal 3. Seulement. Seulement. On commence donc directement, qui a signé le miracle à Genève, mais qui s'est incliné à Zug. Résultat, une 7e place synonyme de pré-playoff. Ce sera mercredi, vendredi, potentiellement dimanche face à Rapperswil. Série de la peur, série au meilleur des 3 matchs. Votre sentiment, messieurs, les Biennois peuvent commander leur club de golf. C'est bientôt les vacances, Cyril. Bah, le problème, c'est toujours ces séries enfin, c'est des séries inédites, vu que c'est au meilleur des 3 matchs. Je pense qu'il faut remonter peut-être au début des années 90 pour trouver des séries aussi courtes, hein. À l'instauration des playoffs, pour reprendre la phrase célèbre de Donc, Klaus Saug. Disons que tout peut se passer sur 3 matchs. Le scénario idéal pour l'équipe qui est pas favorite, évidemment, c'est de gagner le premier match à l'extérieur. Et puis après de boucler la série à la maison. Donc pour Bienne, le premier match va revêtir encore plus d'importance que dans une série de 7 matchs où on a plus de chances de se rattraper en cas de faux pas au début. Le premier match aura son importance. Bienne qui a affronté 3 fois Rappi cette saison, 3 victoires. C'est 2-1, 3-1, puis 3-2 au tir au but. Pas des grands scores, mais des victoires quand même. Il y a que ça qui compte en pré-playoff. Les forces de Rappi, ce sont lesquelles, Laurent? Alors, il y a des excellents étrangers, dont l'ami très proche, l'ami intime de Cyril, Roman Červenka, qui est un des tout meilleurs attaquants de National League, hein. Il est magnifique à avoir joué comme joueur. Puis c'est une équipe qui est déséquilibrée, c'est-à-dire qu'il y a des excellents joueurs, mais quand il y a peu de profondeur au niveau de la qualité, il y a peu de profondeur, et c'est là peut-être la chance du HC Bienne. Si les lignes 3 et 4 ne sont qu'ordinaires, le HC Bienne va passer sans grand problème. Mais comme le disait Cyril, c'est une série couperée. C'est-à-dire, on n'a pas droit à l'erreur. Et le problème du HC Bienne cette saison, c'est que quand les Célandais entrent sur la glace, on sait jamais quelle équipe, on sait pas ce qui va se passer. On peut avoir des moments de folie, on peut avoir des moments hyper délicats. Et si le HC Bienne est mal luné, puis qu'en face on a Rapperswil qui a réussi sa saison finalement en jouant cette série, en continuant de pouvoir encore jouer maintenant, ça pourrait être compliqué. Alors moi je pense que le HC Bienne va passer en 2 matchs parce que il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans l'équipe ces dernières semaines. Mais attention, ça sera pas aussi facile que la différence de points, puis la différence de classement peut le laisser paraître. Tu parlais de Roman Červenka, il y a aussi Kevin Clark. C'est peut-être ça qui manque, Cyril, au HC Bienne. C'est un vrai pointeur, un vrai buteur capable de tuer un match à lui seul. Rapperswil a clairement l'avantage au niveau des étrangers, hein, ça c'est sûr, par rapport à Bienne. Après, c'est vrai, oui, à Bienne, on l'a vu encore à Zug contre alors une équipe qui est à l'opposé au classement, qui est beaucoup plus redoutable que Rapperswil, mais bien sûr, on voit qu'il manque des buteurs, des finisseurs. C'est peut-être un peu le rôle d'un Damien Brunner ou d'un Luca Conti est pas un finisseur, lui, c'est un playmaker, mais justement Damien Brunner, peut-être Künzle dans des playoffs doit aussi un peu augmenter son niveau de jeu, enfin en tout cas sa production, pas son niveau de jeu, mais sa production offensive. Et puis c'est sur ces joueurs-là que ça va se reposer. Et on peut aussi espérer que Rayala, de retour au jeu, trouve enfin le déclic contre une équipe qui est
franchement pas hyper compétitive non plus, et puis où il aura certainement un peu plus d'espace contre les équipes de pointe. Alors moi, je m'offusque. Damien Brunner, c'est le meilleur Zélandais au nombre de points par match. Il faut pas oublier qu'il a quand même manqué pas mal de rencontres cette saison pour blessure. Hein. Il a eu ses premiers maux dents, commotion cérébrale, il a eu beaucoup de choses. Et c'est vrai que Bienne n'a pas de pur buteur. Par contre, ça doit être l'équipe de National League qui a le plus de joueurs à plus de 25 points. Il y a beaucoup de densité offensive au HC Bienne. Alors ça c'est l'avantage du HC Bienne par rapport à une équipe comme Rapperswil, c'est que le danger, ça peut être une fois, ça peut être la ligne à Kunti, la fois suivante, c'est la ligne des Autrichiens. Après, tout d'un coup, coup de chance, c'est Rayala. C'est le fait c'est pas une ligne qui tire toute l'équipe. Le problème de Rapperswil, c'est qu'il compte énormément sur les étrangers et un ou deux défenseurs un peu au-dessus du lot, comme Dominique Egli, par exemple. Et si ces joueurs-là ne sont pas dans un bon soir, Rapperswil n'aura aucune chance. Mais je ne pense pas que Rapperswil va arriver puis que ces joueurs-là ne seront pas prêts. Ils seront, je pense, même... ils vont peut-être même surperformer, comme on dit. Donc, moi, je m'attends à quelque chose d'intéressant. J'aime bien ces matchs contre Rapperswil. Alors moi personnellement, je préférerais toujours avoir une grosse ligne performante, quitte à ce que les autres fassent pas tant de points que ça, parce qu'au moins tu sais ce que t'as, tu vois. Tu sais que si tes gars qui tirent l'équipe sur le plan offensif sont chauds, tu sais que tu vas gagner, tu vois. Là avec Bienne, ok, c'est cool d'avoir plein de monde qui fait des points, mais à la fin tu sais jamais qui c'est que ça va être, et puis à quel moment ils vont faire un bon match. Donc ça me fait un peu penser au discours du LHC l'année passée, qui avait plein de joueurs qui avaient dépassé la barre des 10 points, puis à la fin tu vois que ça t'amène pas très très loin, quoi. Mais je m'offusque là. Mais je vois ce que tu veux dire. Là, c'est quand même le signe qu'il y a une certaine profondeur. J'ai l'impression d'avoir le Cyril Pache du début des années 2000 à Ajoa, qui était tout content de faire ses 72 points, alors qu'il jouait 32 minutes par match, avec le souffle bien épais à la fin des matchs. Donc voilà, ça c'était le message old school de Cyril. Mais tu l'as dit, Laurent, pour toi, Bienne va passer en 2 matchs. Pour toi, Cyril? Mais écoute, pour moi aussi, je pense qu'il y a pas photo entre ces deux équipes. Souvent, c'est devenu un peu une habitude, mais chaque fois qu'une équipe perd contre Rapperswil, la réaction c'est de dire mais ils ont pas pris cette équipe au sérieux. Je pense que ça va en tout cas pas arriver aux Biennois. Hein. Là, ils savent que là c'est du sérieux, qu'ils ont pas droit à l'erreur. Donc à moins qu'ils fassent vraiment qu'il y ait une immense catastrophe ou que tout parte de travers, je pense que ils devraient passer en 2 matchs. On l'a vu. Aussi d'un point de vue mental, ils ont pris beaucoup de confiance en eux, en allant gagner à Genève récemment, en faisant une belle fin de championnat. Et voilà, je pense qu'en 2 matchs ça devrait être fait. Après, de nouveau, c'est une série courte où tout peut arriver. C'est sûr. Mais autour de cette table, on est d'accord, vendredi, c'est réglé. On ne parle plus de pré-playoff pour Bienne. J'ai envie d'avoir congé le week-end prochain. Voilà. On va leur porter la poisse. Ça me fait penser au match de playoff contre Berne, là, le 6e. C'était il y a 2 ans. Une victoire aurait ouvert les portes de la finale, et là on arrive au stade et on voit déjà l'immense tifo avec je me souviens plus ce qu'il y avait on parlait déjà du titre avant le match, et puis là on s'était dit non mais là ça va porter la poisse à 0. Donc là on est tellement sûr qu'on va gagner facile que ça risque de mal tourner. Si tu parles d'un match qui est resté en travers de la gorge de Mathieu de Chantré, il va tout de suite te sortir celui-là, hein. C'était défaite à 0. Hein. On va quand même se faire plaisir avant de se stresser en pré-playoff en revenant brièvement sur le week-end. Laurent était le seul à être au Vernet. Ces 5 buts en 1 minute 52, sauf erreur, tu les as vécus comment? Écoute, j'admets que j'étais complètement KO après. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les vidéos que je fais avant et après les matchs, on voit très bien, je suis pas euphorique parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. On était sur cette tribune de presse, on comprenait pas. J'étais avec mon collègue du Blur Tagblatt, la Moritz Bill, on était en train un peu de discuter. Tiens, pour mardi, qu'on n'ait pas de journaux lundi, préfère déjà un peu bilan de la saison régulière.
Lui, il a un bon contact, il connaît bien Lars Leuenberg. J'ai dit, écoute, tu vas discuter avec Lars. Moi, je prépare des joueurs, on s'échange, etc. On était déjà en train de faire nos stratégies. J'avais à peine fini. Il me dit juste, Moritz, il me dit juste, ouais, attends, c'est pas encore fini. Il n'a pas fini sa phrase, terminé sa phrase, il y avait Beat Forster qui marquait. Bon, on se dit, voilà, super, mais on va aller en prolongation. Puis, engagement suivant, boum. Radgeb. Non, mais là, on s'est dit, il y a un truc. Après, tu te dis, tu peux gagner 2-1, c'est incroyable. Mais bon, après, il y a 3-1, il y a 4-1, il y a 5-1. Moi, j'ai une question pour Laurent, quand même. Toi qui es très à cheval sur l'éthique journalistique, est-ce que en tribune de presse, tu as exulté, tu as laissé éclater ta joie à un moment donné dans cette soirée? Alors là, honnêtement. Là, non, parce que j'étais bouche bée. Par contre, il m'a fait la remarque lundi à Zug quand Stempfli a marqué. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça. Il fait ouais. Alors que normalement, il y a un code de la tribune de presse, c'est pas d'émotion. D'ailleurs, je reste assez placide. Mais là, j'ai. Et après, il s'est senti tout con. Il m'a regardé et puis il m'a dit, ah non, faut, ça se fait pas, ça. Ouais, chasser le professionnel, il revient au galop. Non, c'était une soirée exceptionnelle, hein. Franchement, il y a les Zélandais, ils étaient même pas euphoriques parce qu'ils avaient pas compris ce qui se passait. À Genève, ils étaient là, eux, on leur avait tapé un coup de massue, le coach à la RTS, déjà, il parle lentement d'habitude, mais là, il était anesthésié, on va dire. C'était assez fou. D'ailleurs, c'était génial ce que j'ai demandé Damien Brunner, parce que après ce genre de soirée, il faut demander Damien Brunner. Il y a toujours un petit truc qui va sortir. Il sort du vestiaire, il ouvre les bras, puis il me regarde, puis il fait Kleissel et HCB Circus. Du Brunner, quoi. Et on va se faire un peu plus mal, du coup, en prenant l'autre match. Tu en as parlé lundi, tu as aussi dit que le danger pouvait venir de partout. Tu as cité le but de Stempfli, assist de Kohler, sauf erreur. Oui. Parlons plutôt du but de Kohler, le 2-1, qui a été invalidé parce que l'arbitre avait sifflé trop tôt. Votre avis sur cette scène? Bon, c'était logique d'invalider au vu de ce coup de sifflet, mais Lars Leuenberger a raison. Faut bouger ses jambes en tant qu'arbitre. Ouais, nouveau, hein, les arbitres, ils doivent un peu sentir le jeu. C'est une question de jugement, et puis dans le doute, tu peux pas siffler aussi vite. Je suis assez d'accord avec les commentaires de Leuenberger. Là, c'est clairement un arbitre qui était mal placé. Alors ça peut arriver, hein. Des fois, un arbitre peut aussi être pris à contre-pied, comme un joueur peut être pris à contre-pied sur un dribble, hein. Souvent, quand il y a du monde devant la cage, c'est pas facile de se placer. Mais en effet, peut-être que un arbitre qui sent un peu plus le truc se déplace ou attend un tout petit peu plus longtemps, et ça change tout. Mais il y a eu un commentaire intéressant de Marc-André Berset sur la RTS. En gros, le message, c'était que heureusement que c'est tombé contre Bienne, parce que Bienne, c'est des gens, c'est une équipe, un club, c'est des gens corrects. D'ailleurs, le discours après le match, même s'il parlait de ça, Lars Leuenberg a parlé de ça, Yannick Radgeb a parlé de frustration par rapport à ce but, mais ils en faisaient pas une cause de la défaite. C'est-à-dire, c'est pas à cause de ce but qu'ils ont perdu. Pour eux, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, puis qu'ils n'ont pas réussi à en transformer une ou deux, puis qu'on peut pas gagner à Zug en marquant 1 ou 2 buts. Donc, c'est pas une cause de la défaite pour eux. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne leçon d'humilité pour beaucoup de clubs qui auraient fait des esclandres après ce genre d'action. Ça, c'est donc l'actualité. On a parlé des pré-playoffs qui attendent le HC Bienne. On a parlé du match contre Genève, contre Zug. Une autre actualité, c'est l'entraîneur, parce que Cyril, on y est déjà revenu dans la Stammtisch, mais tu avais dit ça. Et Laurent parle de changer quelque chose. Pour moi, c'est l'entraîneur qu'il faut changer bientôt. C'était fin février. Tu as retiré tes propos dans la Stammtisch, tu t'es excusé, mais 1 mois et demi plus tard, tu t'inclines même, car tu écris dans Le Matin: chapeau Lars Leuenberger. Dans 2 semaines, tu vas demander une statue pour Lars Leuenberger. Tu cherches un poste d'entraîneur assistant? Non, mais alors Laurent m'a souvent dit ça. Je crois que c'est toi, Laurent, qui m'a dit dans le journalisme, tu peux écrire un truc un jour et son contraire le lendemain. Après, faut toujours savoir le faire avec élégance. Donc à partir de là, c'est vrai, je me suis trompé il y a 1 mois, mais aujourd'hui je m'incline. Et puis c'est vrai que je trouve très intéressant
La saison de Leuenberger est super intéressante si on prend depuis le début avec tous les problèmes qu'il a eu. C'était pour lui, franchement, c'était le job le plus difficile à avoir dans la ligue. Succéder à Termanen, qui est quand même un entraîneur qui était déjà super apprécié par ses joueurs, qui a eu beaucoup de succès. Donc c'était pas facile pour lui d'arriver comme ça. Il a quand même su s'adapter aussi tactiquement. J'en ai encore parlé avec lui aujourd'hui, au mois de octobre ou novembre. Il était plus sûr exactement quand. C'était pendant un match de coupe contre Lausanne. Ça se peut, Laurent? Oui. C'est à partir de là, il a changé la tactique parce qu'il a vu que ça allait pas, et puis les résultats ont suivi après, quoi. Et la manière dont il a réussi à gérer l'équipe avec des caractères qui sont pas toujours faciles. En plus que lui, c'est pas des caractères difficiles, c'est des caractères particuliers. Ouais, c'est particulier, mais il faut justement, c'est pas donné à tout le monde de les faire fonctionner. Là, on parle de Kunti, Brunner, Radgeb et compagnie, quoi. Et lui, malgré tout, il a quand même réussi à faire en sorte que ça fonctionne. Et moi, je trouve ce qu'il a fait, c'est vraiment remarquable. Ouais, le départ, c'est le pire depuis le retour en Helena avec 9 points seulement en 10 matchs. Puis après, petit à petit, ça allait mieux. Puis on en a parlé, cette très bonne fin de saison. Laurent, toi aussi, tu tires ton chapeau à Lars Leuenberger? Pas encore. Alors sur le fond de l'analyse de Cyril, l'évolution, etc., Kevin Fay dans notre épisode, le 13e épisode, la 13e tournée, que je vous recommande encore, avait parlé des problèmes de communication qu'il y avait entre le coach et l'équipe de la première partie de la saison. Il y a eu une évolution des deux côtés. D'ailleurs, après le match à Genève, Lars Leuenberger nous a dit ce match, ça montre à quel point l'équipe a évolué. Et puis j'ai dit, est-ce que le coach a aussi évolué? Puis il m'a répondu, oui, je fais partie de l'équipe. Et il y a quelque chose qui a changé dans son vocabulaire, c'est parce que en début de saison, quand il parlait de l'équipe, il parlait du HC Bienne. Il disait, le HC Bienne, s'il veut réussir quelque chose, il doit faire ci, il doit faire ça. Puis maintenant, il dit on. Lui aussi, il a évolué. Par contre, tirer mon chapeau, je dirais non, parce que le HC Bienne, avec l'équipe qu'il y a sur le papier, même s'il avait le job le plus compliqué de la ligue, ça, je suis tout à fait d'accord avec Cyril. 7e, c'est bien, puis c'est pas bien. Ouais, mais septième dans une saison normale, t'es quand même qualifié pour les playoffs. Et il y a un truc qui est important aussi à souligner, c'est que si tu prends Berne, quand l'après Genoni de Berne et l'après Mertzlikins de Lugano, ils ont chaque fois fait des saisons pas catastrophiques, mais ils étaient pas dans le top 8 ou alors à la limite, il faudrait que je vérifie. Alors qu'ils sont juste devenus champions avec Stepan Etchobut, si je me souviens. Ouais, mais d'accord, mais ils sont revenus, c'était particulier, et puis ils sont revenus avec Leuenberger. Mais la saison régulière, c'était pas bien passé, quoi. Et lui, finalement, quand même, il a quand même placé son équipe, on va dire, dans le top 8. Alors cette année, c'est particulier parce que la barre, elle est à la 6e place, mais non, alors, pour moi, il a fait le boulot. C'était pas facile. Il a fait le boulot. Je suis d'accord. Après, j'attends encore de voir ce qui se passe maintenant, mais par rapport à l'évolution de l'équipe, on va dire depuis le début de l'année, là, depuis 2 mois et demi, 3 mois. C'est vrai que sur cette partie-là de la saison, on peut donner crédit à Lars Leuenberger, mais c'était en février, je crois, Cyril. Ouais. C'était il y a un mois. T'as dit qu'il faut savoir changer avec élégance, mais c'est vrai que tu portes une belle chemise aujourd'hui, c'est vrai. Quoi. il faut aussi savoir retourner sa veste avec élégance. Et Cyril, tu parlais de l'après-Hiller, ça me fait penser justement au cas Van Pottelberg. Comment vous jugez sa saison d'après les attentes qu'on pouvait avoir en début de saison? Plutôt bonne surprise? Il a su Cyril, il a dit Cyril. Oui, alors moi j'ai ma réponse, mais vas-y Cyril, lâche-toi. Non, mais chapeau Joran. Ouais, chapeau Joran. Ouais, je mettrais le chapeau Joran. C'était pas évident non plus pour lui. C'est vrai qu'au début, franchement, il y avait de quoi se poser vraiment des questions quand on voyait ses matchs, et puis le manque d'assurance qu'il avait devant le but. Et là, j'ai pas le souvenir d'un mauvais match de sa part depuis vraiment très très longtemps. En tout cas, de novembre, décembre, il a eu. Mais comme on a déjà parlé ici, c'est une question de confiance d'équipe. L'équipe a dû apprendre. Ce qui était compliqué au début de saison, c'est que HC Bienne
les joueurs étaient coincés entre un gardien qui était plus Hiller et qui ne connaissait pas, puis un entraîneur qui était plus Tormenon et puis qui ne connaissait pas. Donc là au milieu, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Le gardien n'était pas en confiance, l'entraîneur n'était pas en confiance. Il y a personne qui était en confiance. Et puis petit à petit, tout s'est mis en place. Il a fallu juste du temps, mais c'est vrai que Joren von Pottelberg est actuellement une des mitaines très chaudes de National League. Alors après, il y a toujours ce style inimitable, où c'est que je sais pas si les photographes de Keystone ont réussi à faire un arrêt photo de lui, ou bien s'il y a le ralenti une fois sur MySport d'un bel arrêt de von Pottelberg. C'est pas ça, c'est pas. On avait une opposition de style assez flagrante hier entre Van Pottelberg et Giannoni. C'est pas un gardien spectaculaire, c'est aussi ça qui le dessert énormément. Mais moi là, je dis chapeau Joren. On va rester sur l'actualité biennoise. Marc-Antoine Pouliot, il part, c'est confirmé à Genève. C'est pas officiellement confirmé, sauf erreur encore, mais bon. Votre avis là-dessus, le départ du Ceylan de Marc-Antoine Pouliot, on disait il a toutes les raisons de rester, il a 35 ans, Marianne biennoise, ben non, il va partir. Bon choix, Cyril, trahison. Ah non, alors pour moi, on va utiliser les grands mots, peut-être trahison, clairement trahison. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il partirait. Je trouve, j'avais fondé beaucoup d'espoir en lui parce que je me disais c'est peut-être un des joueurs qui va peut-être voir au-delà de l'argent en plus qu'il va toucher ailleurs pour rester quand même à un endroit où faut quand même rappeler que c'est Steinegger qui lui a tendu la main il y a quelques années quand il avait oublié ses patins à Zug. De patins, justement. Voilà, il lui a tendu une nouvelle paire de patins. Et il a peut-être certainement sauvé sa carrière en Suisse à ce moment-là. Je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'équipes qui l'auraient pris. Et voilà, moi j'espérais justement qu'il y ait encore des joueurs qui voient ce genre de choses, qui se souviennent de ce genre de gestes, mais voilà, c'est le business et puis on va où on prend le plus d'argent, quoi. Moi, personnellement, je suis un peu déçu, mais j'espère que faut pas oublier que Genève, c'est particulier là-bas, hein. Des fois, vous signez des contrats et puis tout d'un coup, on vous veut plus. Hein. C'est arrivé dernièrement avec John Gobi, hein, qui avait signé comme GM là-bas. Il n'est pas signé, visiblement. Il n'est pas le contrat c'est toujours assez trouble, hein, là-bas. Ouais. Donc, moi, je lui souhaite bonne chance. J'espère que ça se passera correctement pour lui là-bas et puis que, voilà. Sinon, il finira à Sierre avec Guillaume Asselin. Sinon, peut-être qu'il reviendra à Bienne. Voilà. Avec une nouvelle paire de patins. Déception, Laurent, ce départ? Oui, un peu. On s'y était fait, hein, quand il y a des joueurs qui restent longtemps, surtout des joueurs étrangers qui restent longtemps à la même adresse, ils font partie un peu du décorum d'un club. Alors oui, je m'y étais fait, mais la manière dont c'est sorti, il m'a parlé de ça, c'était vendredi, c'était assez surprenant, parce que moi je préparais un article avec Mathias Trentnes, l'attaquant norvégien de la Chaux-de-Fonds, et puis de Gaëtan Augsburger, de Montcrosin, hein, de notre belle région de diffusion du Journal du Jura. Donc j'avais préparé un peu un article sur eux, là, qu'allait jouer le lendemain, etc. Puis il y a Marc-Antoine Pouliot qui passe derrière nous, il sortait de la salle de force, il passe derrière nous, il dit salut à style, il passe là, toujours très poli, Marc-Antoine, ça va les gars, là. Puis il se dirige à l'entrée du vestiaire, puis moi j'y lance comme ça, je lance un peu à la cantonade, je dis tiens Genève, c'est un bon match pour toi, ha ha ha. Puis là il était en train d'entrer dans le vestiaire, puis il me fait t'as envie de discuter, j'arrive dans 2 minutes. Moi j'ai rien dit, puis il revient 2 minutes après. Puis je sentais que c'était lui qui avait envie de discuter. Comme si ça... Parce qu'il avait parlé de... Il avait envie de se confesser. Il avait envie de se confesser. C'était un peu la main tendue. Alors bon, comme le pain, j'ai écouté ses confidences, mais je sentais vraiment que c'était quelqu'un qui avait envie de dire... qui avait envie de sortir ça, quoi. Parce qu'il en avait parlé à quelques-uns de ses coéquipiers, c'était encore assez confidentiel, tout le monde ne le savait pas. Il avait parlé avec Lars Janberger, mais il dit, ses dirigeants étaient au courant, mais c'était pas encore vraiment sorti. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que c'était la veille du match contre Genève. Et puis, à Genève, il y a quand même, il y avait, encore le week-end dernier, il y avait que Tom Ernest et Omar qui avaient des contrats, donc les deux Nord-Américains, Winnick et Eric Fer n'avaient pas de contrat. Après, je me suis dit, si c'est voulu, c'est assez malin pour mettre un petit peu le trouble du côté de Genève. Et on a vu mardi après-midi, on a vu que Genève a prolongé le contrat de Daniel Winnick. Donc, en fait,
Si on prend le contingent d'étrangers de Genève la semaine prochaine, ce serait Winnick, Tom Ernest au marque et normalement Pouliot. Eric Fer, Cyril, toi qui es Palmer, hein, on parle des Palmer de Bienne. Eric Fer, il reste maire à Bienne, mais est-ce que Eric Fer, l'autre, il reste à Genève selon toi? Alors, je n'en sais rien du tout. Hein. J'en doute un petit peu. Je pense que je suis pas sûr que son comportement passe toujours très bien. C'est quand même, alors c'est un super joueur, mais il a quand même des fois un petit peu de la peine à se maîtriser, et puis ça dessert quand même un peu l'équipe. Donc s'il y a un joueur dont ils vont se séparer, ça pourrait être lui, mais après je dis ça engage que moi. Parlons des pré-playoffs et des playoffs de manière plus générale. On a déjà fait une vingtaine de minutes, alors je vous demanderai d'être assez court, de donner votre pronostic, c'est la séance pronostic, et puis de l'expliquer en 1-2 phrases, pas plus. L'autre série de pré-playoffs, Davos contre Berne. Je me lance directement Davos parce que Valentin Nussbaumer. J'aimerais bien, mais non, honnêtement, je dirais Berne parce que ça va mieux depuis un moment, depuis l'arrivée de Conacher, mais je pense que c'est une équipe qui arrive plus à se transcender dans les moments importants. Ton pronostic, Cyril? Non, je suis aussi d'accord avec toi, Lyndon. Je pense que quand t'as des joueurs comme Tristan Chervet, Simon Moser, Beat Gerber, Ramon Unterzander, c'est quand même des gens qui ont un certain vécu. Cory Conacher aussi, il faut pas Cory oublier. Conacher, ouais. Donc, je pense aussi que Berne va passer contre Davos. Berne, Laurent? Moi aussi, Berne. Berne? Une série difficile, mais Berne. Moi, j'aimerais juste savoir, c'est un message à nos confrères de la Berner Zeitung, s'ils peuvent avoir l'info, c'est l'épaisseur de l'enveloppe que va mettre Reto Raffiner sur la caisse d'équipe en cas de qualification contre Davos, parce que ça, c'est une série que nos amis du Bli qui vont faire leur chou gras pendant une semaine de cette série. Il faut pas s'entendre beaucoup sur Bienne, ça sera du Berne Davos toute la semaine. Ouais, je pense que Christian Volvend a dû mettre une belle enveloppe aussi au milieu du vestiaire du HCD, quoi. Voilà, ça sera celui qui aura la plus grosse, quoi. Exactement. Ça va vite, on est tous d'accord pour Berne. On va passer en quart de finale avec du coup Zug Berne. Donc Zug Berne, on est d'accord aussi tous, c'est Zug avec cette profondeur de banc, on en a parlé, c'est eux qui vont aller chercher le titre. Zug pour toi, Cyril? Bon, alors après, si Berne arrive à se glisser en quart, j'aurais de nouveau de la peine à parier contre Berne, même si c'est vrai que sur le papier, il y a quand même... Parce qu'il y a aussi du Badet. Voilà, il y a une belle différence. Mais de nouveau, moi, je parierais jamais contre ces vieux champions que sont des Moser, Chervet et compagnie, qui savent comment gagner des matchs, qui en ont vu d'autres, et puis qui peuvent gagner des séries comme ça à tout moment, rien qu'au mental, en fait. Alors, pronostic, du coup? Alors, je vais prendre des risques, je vais dire... non, je vais pas prendre de risques, je vais dire Zug va passer. Zug, Laurent? Zug aussi. Zug aussi, Oui, ça marche. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas de commentaire. Non, parce que Berne, une fois, il gagne contre Davos, ok, là, voilà, mais après, quart de finale, c'est fini de rigoler, donc, non, Zug. Bon, est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre de la prochaine série? Lugano-Bienne? Je dis Bienne, on va commencer avec déjà en quart, là. On est déjà en quart. Du coup, c'est Lugano-Bienne d'après nos pronostics. Bienne parce que, je sais pas, parce qu'ils seront restés dans le rythme. Laurent, ton pronostic? J'ai hâte si on arrive à cette série, ce sera magnifique parce on reste sur cette fameuse demi-finale qui était chaude entre Bienne et Lugano. Lugano, alors ils arrivent sur la fin de carrière, les Chiesa, les Valker, les Sanitz, mais c'est quand même des gars qui en play-off, ça fait très 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 mal. Même s'il n'y a pas le public, eux l'ont dans la tête. Hein. Ça sera une très belle série, gagnée 4-3 par le HCB. Ouais, parce que je peux pas dire le contraire, hein, je vais pas me faire taguer ma maison. Non, sérieusement, je pense, ça serait une très belle, j'attends une très belle série. Mais on est d'accord, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. En cas de Lugano-Bienne, ça s'annonce serré, Cyril. Non, mais aussi, je pense que si Bienne passe Rapperswil sans trop d'encombre, je les vois avoir une bonne dynamique et puis passer l'obstacle luganais. Quoi. Donc une troisième demi-finale consécutive, on l'annonce. On l'espère, on va dire. Le derby roman,
Fribourg-Genève. Je vais te donner d'abord la parole à toi, Cyril. Fribourg-Genève. Alors, pour moi, clairement Genève. Je pense qu'ils ont vraiment une équipe qui est beaucoup plus taillée pour les playoffs que Fribourg. Pendant toute la saison régulière, Fribourg a jamais fait a eu beaucoup de peine à gagner contre les équipes justement un peu de haut de tableau. Et Bon, c'est 6e à Genève, hein, c'est pas du haut de tableau hein, non plus. non, mais enfin franchement, si tu regardes le line-up, quand t'as des gars comme déjà les étrangers, hein, c'est quand même du solide. Alors à Fribourg aussi, hein, ils sont très bons. Au niveau des gardiens, ça se tient. Berra, alors moi j'ai une préférence pour Berra. Hein, si tu me demandais quel gardien je prendrais pour faire une série de playoffs, c'est clair que ce serait plutôt Berra. Mais ouais, je pense que Genève a plus c'est plus une équipe de playoffs en fait. Ouais. Ouais, je pense que Genève, avec un entraîneur canadien, avec des leaders canadiens, ils vont vite comprendre que la clé c'est Berra. Et puis ça va y aller très sec sur Berra. À mon avis, chaque arrêt, il y aura beaucoup de pression sur Reto Berra parce que c'est la façon de jouer en play-off contre Fribourg. Si tu arrives à sortir Berra du jeu, à le mettre à sortir de sa zone de confort. Après, Fribourg devient presque une proie facile parce que c'est une grande partie du succès de Fribourg. C'est une très belle équipe à Fribourg. Hein. Moi, j'ai eu des pronostics, je crois 3e, quelque chose comme ça, avant saison. Moi, j'aime beaucoup cette équipe, mais Genève, c'est pas le bon adversaire pour Fribourg en play-off. On est de nouveau d'accord. J'avais juste entouré Genève sur ma feuille. On va passer au duel des Lions, Lausanne-Zurich. Dans la caricature absolue, j'avais noté que si on prend de nouveau caricature des deux équipes, Lausanne, c'était un peu plus une addition d'individualité, alors que Zurich était plus homogène. Du coup, j'ai mis Zurich. Toi, Cyril? Je suis aussi d'accord avec toi, Lyndon. Moi, je vois aussi Zurich. Je pense que Lausanne n'est pas forcément a fait une belle saison, mais je pense qu'ils sont pas encore mûrs pour passer un tour de play-off contre une équipe quand même qui est aguerrie comme Zurich, même si le ZSC a finalement été assez décevant quand on regarde l'effectif. Mais c'est un petit peu ça fait des années que c'est souvent comme ça, hein. En saison régulière, ils se promènent un petit peu, mais après en play-off, quand ça devient sérieux, là ça commence à tourner, quoi. Alors, et toi, tu m'as fait l'autre jour une excellente remarque avec le coach Grunborg. Hein. Oui, j'allais expliquer. Ouais. Ouais, alors juste, vous vous souvenez peut-être la fameuse série avec Mark Crawford, Kevin Schlepfer, c'était 2015, si je ne m'abuse. Ouais, 15. C'était la dernière saison du Stade de Glace. Zurich, j'avais discuté avec le top scorer de Zurich, la série des top scorers. Avant la série, c'était Roman Vik. Alors, une plaie, il faut le dire, une plaie, tout gentil garçon, mais une plaie pour les interviews. Puis il m'avait dit, en fait, à Zurich, il y a 50 matchs, puis après la saison commence, quoi. Et ce que j'ai dit à Cyril le week-end dernier, j'ai l'impression que l'entraîneur, c'est ça, parce que c'est un entraîneur de sélection. Donc, lui, il a été sélectionneur de la Suède. Il a fait le championnat du monde avec la Suède. Donc, sa saison commençait au début du tour qualificatif préliminaire. Au début du tour préliminaire, il avait 7 matchs au championnat du monde. Puis après, c'était les quarts de finale. Donc, lui, dans sa tête, c'est les playoffs. Donc, tu peux, sur une série au championnat du monde, perdre un match, avoir un mauvais match, mais il a cette mentalité-là. Alors, moi, je pense que Zurich, ils vont pas écraser Lausanne, mais ils auront, à mon avis, ça sera une série qui sera assez aisée pour Zurich. Ils ont assez fait de caca ces derniers temps pour se dire que maintenant, c'est le moment maintenant, ça compte. Je pense même que Roman Vik, Cyril, sur peut-être la vingtaine de matchs que Zurich va faire en play-off, que Roman Vik va réussir à marquer un but. Mais disons qu'il a mis quand même 59 matchs avant d'en marquer un cette saison, ce qui est quand même incroyable pour un joueur de sa trempe, même s'il arrive gentiment en fin de carrière. Donc ouais, je pense qu'on peut miser sur le fait que son prochain but devrait tomber avant la fin de sa carrière. 59 prochains. Avant la fin de sa carrière. Ben, on est tous d'accord autour de la table pour dire qu'en demi-finale, du coup, on va déjà très très loin, mais en demi-finale, il y aura Zug, il y aura Bienne, il y aura Genève et il y aura Zurich. Pour conclure cet épisode, on voulait élire nos MVP, parler des meilleurs joueurs, des meilleurs attaquants, des meilleurs défenseurs, car le 24h, la tribune de Genève, c'est pour toi Cyril, le Bund aussi, le Tagus Anzeiger ont réalisé leur Hockey Awards, les 12 entraîneurs et les 12 capitaines qui ont voté. Et on s'est dit que de notre côté, on allait élire le MVP de la saison régulière,
le meilleur gardien, meilleur défenseur, attaquant, entraîneur et on va conclure avec la plaie de la Ligue. On va commencer par le MVP de la saison régulière. Ton MVP, Laurent, c'est qui? Alors moi j'ai mis Reto Berra, simplement parce que un MVP, il faut rappeler ce que c'est pas le meilleur joueur de la ligue, c'est le joueur le plus important dans une équipe. C'est-à-dire on enlève ce joueur dans une équipe, cette équipe n'a plus le même visage et ne réalise pas les mêmes résultats. Et moi, je pense que Reto Berra, c'est la pierre angulaire de Fribourg-Gotteron, malgré un contingent de qualité. On met un gardien, on va dire, ordinaire à Fribourg. C'est une équipe qui se serait retrouvée aux alentours du HC Bienne, voire même en dessous du HC Bienne, parce que Bienne aurait réussi à prendre des points contre Fribourg. Donc, on avait plus une équipe qui aurait fini 7e, 8e, qu'une équipe qui a fini 3e. Reto Berra, effectivement. Sans Reto Berra, Bienne serait 3e, potentiellement. Ton MVP, Cyril? Comme dirait Emmanuel Macron, j'entends ton argument, Laurent. Je suis assez d'accord par rapport à Berra. C'est vrai que si tu l'enlèves à Fribourg, c'est plus la même chose. Après, on peut toujours discuter, est-ce qu'il faut inclure des gardiens dans le vote du MVP? Parce que c'est vrai que c'est quand même une position clé, avec des gars qui ont tous, enfin pour la plupart quand même, après ça se tient, du Genoni, du Berra, des Clous à Genève, voilà. Est-ce qu'il faut inclure le gardien? Je sais pas. Moi, mon MVP, Sven Andrighetto, bêtement. Je trouve que c'est sa première saison en Suisse, hein. Faut pas oublier qu'il a jamais joué, en Liga en Suisse. Juste, ouais. Il a fait de la NHL, de la KHL, donc la Ligue B. de la Ligue B, mais pas de la Liga. Et donc il y a quand même, on peut considérer qu'il a quand même dû se réadapter à un style de jeu bien différent de ce qu'il avait connu par le passé. Et puis là, franchement, il finit 3e meilleur compteur. C'est le meilleur buteur du championnat avec 27 buts. Pour moi, c'est aussi le joueur le plus complet ou en tout cas un des plus complets. Et voilà, c'est mon MVP, mon petit coup de cœur de la saison, quoi. Et toi, Lyndon, ton MVP? Je n'avais pas prévu de donner mon avis. Entre parenthèses, j'avais aussi marqué Berra, vu que j'ai vu principalement tous les matchs de Bienne et qu'à lui seul, il en a gagné contre Bienne dans ses 18 face à Fribourg cette saison. J'avais marqué Berra pour le MVP. Gardien, du coup, est-ce que c'est toujours Berra pour toi, Laurent? Je serais sur Genoni, valeur sûre. On peut parler de Tobias Steffen au niveau des statistiques, il y a l'émergence des Clous. Mais je sais pas, Tobias Steffen, Leonardo Genoni, c'est un mur. On l'a encore vu contre Bienne lundi. Si les shoots sont pas de qualité, s'il y a pas du vrai danger devant lui, je sais pas s'il a pris une douche. Il a une 50aine de tirs contre Bienne, mais je pense qu'il a fait une douche de 3 minutes juste pour se détendre, quoi. Moi, c'est un gardien qui m'impressionne. Puis, moi, je le mets toujours. Pour moi, c'est toujours le meilleur gardien de la Ligue. On est d'accord. En tout cas, après Davos et Berne, il va aller chercher le titre avec Zug. C'est mon avis. Cyril, le meilleur gardien? Alors, pour moi, le meilleur gardien, c'est Berra, toujours. Alors, Genoni, ce qui me... Ça, c'est l'esprit de contradiction. L'esprit de contradiction de Cyril. J'adore Genoni. Par contre, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il est toujours dans la meilleure équipe, quoi. À Zug depuis 2-3 saisons. Avant, c'était à Berne pendant 5 saisons. C'était la période où Berne surdominait tout. Donc voilà, je pense que si tu mettais Berra dans le but d'équipe comme ça, je pense qu'ils prennent 4 buts et demi par saison, quoi. Bon, pour moi, ils sont un peu à niveau égal, les deux, hein. Je trouve que Berra a plus de mérite parce que son équipe est moins forte. Il est plus MVP. Voilà. Mais moi, je trouve meilleur gardien, Genoni. Voilà. Alors après, je pense qu'il n'y a aucun de nous deux qui a raison, mais on va en discuter toute la nuit. Je pense quand même que c'est moi qui a raison, mais tu peux continuer. Tu penses que tu veux, mais moi, je suis plutôt d'accord avec moi-même. Passons au défenseur. Très simple, le meilleur défenseur de la Ligue étranger suisse, c'est égal. Le meilleur, c'est qui? Alors, moi, j'ai mis le Suédois de Lugano, Tim Head, parce que moi, je trouve j'aime bien ce défenseur parce que c'est vraiment le défenseur all-rounder par excellence qui sait tout faire. Il défend bien, il attaque bien et surtout, vous savez, la particularité de Tim Head cette saison. C'est celui qui a marqué le plus de buts en prolongation. Ouais. Combien il en a marqué? Alors, j'en ai vu en tout cas 2 ou 3 de sa part. Je dirais peut-être 5. Il en a marqué 4. 4, ouais. Alors,
J'ai regardé, parce que je pensais bien qu'après, on allait discuter de ça. J'ai regardé, il y a 5 joueurs qui sont derrière lui à ce classement. Ils ont marqué 2 buts en prolongation. Il y a 2 Biennois. Moser, c'est sûr. Ouais, et... En prolongation. Oula. C'est Des bien fait. défenseurs, là, tu dis ou... Non, des joueurs en prolongation. Il y a 5 joueurs. Kunti a marqué. Voilà. Ouais. Kunti et Moser font partie des 5 joueurs qui ont marqué 2 buts en prolongation. Donc moi, je mets le Suédois qui tombait un peu, Tim Head, qui tombait un petit peu de nulle part. On sait pas trop d'où il venait. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne pioche de Lugano qui a quand même, à part quand ils vont chercher des Arcobello à coût de centaines de milliers de francs, ils ont quand même le chic pour se planter sur des étrangers. Donc celui-là, je trouve, c'est une paire. Moi, je le mets meilleur défenseur de National League. Cyril, t'as aussi un Suédois, toi? Ouais, aussi un Suédois. Tu Alors, m'étonnes. voilà. Henrik Temernes, pour moi, il est plusieurs classes au-dessus de tout le monde. Après, c'est vrai que ça se discute niveau comptable. Gunderson à Fribourg, Ouais. a fait une super saison. Mais voilà, il y a eu du bon niveau au niveau des défenseurs en Suisse cette année. Voilà. Justement, le meilleur défenseur suisse, Yanis Moser, on est tous d'accord. Oui, non, mais sans dis-tu, Cyril. Alors, Si tu es très vite et la semaine prochaine. Alors moi j'ai quand même, alors si on me dit le meilleur défenseur suisse, pour moi c'est quand même Fora à Ambry. J'adore ce joueur, je trouve que c'est Il est trop dangereux. je trouve que c'est Écoute, je trouve que c'est le joueur suisse qui a le avec ses plus pénalités. d'impact sur un match. En plus, il faut quand même reconnaître qu'il joue vraiment pas dans une super équipe. Hein. On pourrait imaginer ce qu'il pourrait faire s'il était à, je sais pas, à Zug, à Zurich ou des équipes comme ça, quoi. Donc moi j'aime ce joueur. Il Je jouerait trouve quatrième c'est ligne. le plus complet. Peut-être. Mais c'est vrai que Moser a fait vraiment une super saison. Quoi. Toi, tu dis Moser. Oui Laurent. aussi, oui. Ouais. Mais Fora, je suis d'accord. Alors par contre, c'est un gars, il joue très agressif, très physique, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il maîtrise pas encore ce jeu-là et il coûte beaucoup de pénalités et beaucoup de buts à son équipe aussi. Mais moi, c'est un joueur que j'aime Mais bien voir jouer. tout lui est pardonné en Brit. Oui, bah, c'est tout. Non, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer parce que c'est vrai que c'est des joueurs qui amènent du spectacle, hein, parce que c'est un joueur qui est agressif défensivement, qui a un bon tir, qui est bon en power play. C'est un bon petit package, quoi. Disons, c'est ce que Yanis Moser pourrait prendre peut-être de Fora, mais ça va peut-être venir plus tard dans son développement. C'est ce petit côté un petit peu Un peu chiant, mesquin et méchant, quoi. petit côté un peu Et chiant. je trouve que pour un attaquant qui doit affronter ce genre de défenseur, c'est toujours difficile parce que tu sais jamais ce qui va vraiment t'arriver, tu vois. Et puis, c'est vrai que Fora, quand tu vas dans le coin avec lui, tu dois quand même, ouais, Bon, avec Moser, faut être sûr de toi, quoi. t'es attaquant, t'attaques Moser, tu sais ce qui va t'arriver, tu vas perdre le puck. Voilà, mais tu sais qu'il va pas te faire mal. tu Voilà. vois. Ouais. Mais tu vas perdre le puck. S'il te fait mal, puis que tu repars avec le puck. hein. Mais tu préfères quoi, perdre le puck ou de pas avoir mal? Bon, la suite. On va passer au meilleur attaquant de la ligue. Pour moi, c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre que Kovar, mais je vous écoute. Laurent? Non, vas-y, Cyril. Cyril, allez, Non, Cyril. j'ai commencé à voir pour les défenseurs. Vas-y. Bah écoute, j'ai mis Andrighetto MVP, je vais le laisser vas aussi le meilleur laisser. attaquant de la ligue. Après, j'ai quand même un petit coup de cœur pour Kylian Motet. Hein. Je pense que c'est quand même un joueur. Si on épluchait un petit peu les stats avancées des matchs, je me demande où il se classerait Ouais, ouais. dans la discussion du MVP, parce que Fribourg, franchement, sans Motet cette année, qui fait quand même 23 buts, je crois, autant d'assists. Il finit quoi dans le top 5 ou 23 6e? buts, Ouais, 23. 48 points, ça Voilà. fait 25 assists. Je pense que si on enlève ces points, j'ai l'impression que c'est lui qui a permis à Fribourg de faire une aussi bonne saison, quoi, parce que on s'attendait pas à une production aussi importante de sa part. Très belle saison de Motet. Donc pour toi, 2 Suisses. Motet, Andrighetto. Pour toi, Laurent? Alors, j'avais aussi noté Motet. J'hésitais. Et après, c'est le fan passionné de hockey qui a parlé. J'ai mis l'ami intime de Cyril, Roman Chervenka. Parce que ce joueur, ben, je sais pas, moi, c'est pour ça que je suis finalement presque content qu'il y ait cette semaine contre Rapperswil, parce que c'est un régal de voir jouer ce joueur. Et contrairement à un gars comme Linus Omar, qui est aussi un artiste offensif, Chervenka a une conscience d'équipe, ce que n'a pas du tout Linus Omar, qu'on l'a encore vu samedi dans le match contre
contre Bienne, quand il y a Forster qui, au moment où Forster allume son tir, il y a Omar qui arrive dans l'image à la télévision, on le voit bien, il est à 3 mètres de retard sur le gars qui est en train de marquer. Chervenka, c'est un gars que je pense c'est la plus grande intelligence de jeu depuis Bikov en Suisse. Et pour ça, je pense qu'il mérite. Et comme, pour reprendre les termes de Cyril, qu'est-ce que ce serait s'il jouait à Zug à la place de Kovar? On va passer au meilleur entraîneur. C'est qui, selon vous? Tu mets Lars Eulenberg ou bien Cyril pour vraiment Non. aller jusqu'au bout de ton triple? Je pense que ce serait pas correct d'ignorer Dan Tangnes à Zug qui fait quand même 119 points, je crois, en tout cas le record absolu de points en une saison. C'est pas parce que tu as la meilleure équipe à disposition que tu peux pas être nommé meilleur entraîneur, donc pour moi c'est assez clair que c'est lui. Par contre, je trouve que des entraîneurs comme Lars Leuenberger, Christian Dubé ont énormément de mérite parce que ils ont déjà moins de vécu en tant qu'entraîneur qu'un Tangnes ou qu'un Grunborg à Zurich, et ils ont fait aussi des saisons remarquables avec des moyens quand même bien inférieurs. Le meilleur entraîneur de Laurent Kleissel. J'avais aussi noté Dan Tangnes parce que il est brillant, c'est un gars brillant, un communicateur aussi hors pair. Cyril, je crois qu'il l'a déjà interviewé, j'ai eu la chance de le faire aussi. C'est quelqu'un c'est vraiment quelqu'un qui a autre chose que le hockey. On voit qu'il a une personnalité, il a du charisme. Mais juste pour prendre le contre-pied, moi je vais prendre un vieux roublard, un vieux sac qu'on salue bien. Excuse-moi pour le vieux sac. Moi je vais prendre Serge Pelletier. Ah, Parce t'as que- raison, t'as raison. Parce que Serge Pelletier, mine de rien, on l'a à moitié brûlé au milieu de la saison parce que Lugano, gna gna gna, gna gna gna. On voulait faire venir Max Orlé, gna 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 gna. Et puis Serge Pelletier, il s'est dressé, quoi. Moi, je tire mon chapeau Cyril tirait son chapeau à Lars Eulenberger. Moi, je tire mon chapeau à Serge Pelletier parce que avoir du succès à Lugano avec cette équipe en plus qui est vraiment une équipe hétéroclite, très rock'n'roll, avec du vieux méchant, il y a de la star, il y a Arcobello, il y a un peu de tout. C'est un peu une sorte de patchwork cette équipe. Moi je dis bravo, quoi. Donc j'ai hâte de serrer la main. Ah non, on peut pas. De serrer le coude à Serge Pelletier pendant le quart de finale contre Bienne, on va dire ça comme ça. Hein. Eh bien, moi, j'ai hâte d'entendre votre avis sur Et cette... puis toi, c'est qui le J'avais- meilleur entraîneur? Mais Ben, dis, je suis vous- vraiment pas original. J'avais aussi marqué Tangnes pour Zug. Alors, pas très original comme choix. Mais par contre, j'ai aucun choix. Ça, j'y ai pas réfléchi, mais vous m'avez dit de le noter pour cette dernière catégorie. La plaie de la Ligue. Laurent, c'est toi qui as soumis cette idée de la plaie de la Ligue. Alors écoute, pendant toute la saison, on a été inondé sur Twitter et autres réseaux sociaux des charges à 2 mètres de la bande, 1 mètre de la bande de Cadonneau. En fait, on a l'impression qu'on mesurait la distance jusqu'à la bande. Et j'en ai vu une. J'y ai jamais prêté trop attention parce que Cadonneau, quand il était à Bienne, c'était plutôt un gars bien solide, bien costaud, mais il n'était pas connu pour être un méchant joueur. Et puis là, on a l'impression qu'il veut prendre les habits laissés par Johan Morand partait à Zurich, hein, donc à Zug, il veut prendre ces habits-là, mais il n'y arrive pas. Et on l'a encore vu contre Bienne, il a blessé Tino Kessler. Une charge. Alors Kessler, je trouve il se met en position lui-même, en position difficile. Il se protège pas et tout, mais il a un chapelet de charges de ce style-là. C'est pas une charge par hasard comme ça. Je pense qu'il y a une dizaine de charges cette saison où c'est qu'il a blessé des joueurs. Et pour moi, Cadonneau, c'est la plaie de la National League. T'as choisi ta plaie. Non, oui, alors difficile de donner tort à Laurent. Ah, tiens, Je merci. suis assez d'accord avec lui pour ce coup-là. C'est vrai que la liste des blessés par Claudio Cadonneau est assez impressionnante cette saison. Moi, j'en ai un autre. Alors, il est pas bien méchant, hein. Il aboie beaucoup. Il se laisse souvent tomber et puis il doit être pénible à affronter parce qu'il l'a toujours ouverte. Mais c'est aussi un Zougois, c'est Jérôme Barhoffner. Mais de nouveau, hein, il fait pas de mal à une mouche, quoi. Ah ouais, Donc, non. Cadonneau, il fait mal. Voilà. Cadonneau, il fait mal, quoi.
Et toi, t'as une plaie? T'as pas de plaie, toi? Non, j'ai pas eu de play. Toi, non. chez bien, t'as une plaie? Ça veut juste savoir quel joueur te parlera pas la semaine prochaine. Aucune. Et d'ailleurs, vu qu'on parle du HC Bienne, le MVP biennois, c'est qui pour vous? Je vais laisser Laurent commencer cette Non, fois là. non, Prends un peu t'es toujours des moi. risques. Attends, Laurent. Allez, Laurent, Yanis Moser, Ouais, pour bon, moi. bah oui. Tu peux t'ose dire que vite fait, hein, on sait que. En une saucisse. Non, aussi Yanis Moser, parce que on a une lutte. C'était très serré avec Cyril jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'ai dit en début de saison, tu verras, Moser, c'est 30 points. Puis lui, chaque fois que Noah Rod marque un jet, il m'a dit, tu verras, c'est 20 buts. Donc il a fini à 17, Noah Rod. Et là, 6 s'est blessé. Voilà. Mais Yanis Moser a bien fini à 30 points. Donc, j'ai pas le souvenir, tu m'as dit ça, mais j'attends bon, si tu le tes dis, respects. Hein. Non, Yanis Moser, son développement, moi, ce qui m'impressionne, c'est la qualité de réflexion dans son développement. La première année, c'était s'installer en National League, comprendre comment ça se passe. La deuxième année, c'était devenir plus solide défensivement, plus solide sur les patins. Puis la troisième année, c'était amener un peu plus de jeu défensif. Alors là, le gars qui finit, j'ai regardé, il a fini meilleur défenseur suisse au niveau statistique. Et le deuxième, vous savez qui c'est? Diaz. Eh oui, Diaz, qui faisait la paire quand Moser, en 2019, a fait les championnats du monde à Bratislava, après sa première saison en National League. Il faisait le duo avec Diaz, qui était que compliment pour Yanis Moser. Est-ce que, Cyril, penses-tu que c'est une passation de pouvoir au niveau de la National League? Mais j'aimerais ton avis. Ça peut peut-être éduquer ou bien orienter, apprendre pour Stéphane Rochette. Non, passation de pouvoir, non, parce que je pense que il a encore tellement de marge, donc Yanis Moser, C'est fou, hein? que je pense que la passation de pouvoir, c'est pas encore faite. Moi, c'est un joueur que j'adore voir jouer, mais voilà, parfois, c'est pas que je suis déçu, mais quand on voit tout le potentiel qu'il a, je me dis que il pourrait encore en faire tellement plus. Au niveau de sa présence, c'est vrai que sa présence offensive est assez surprenante parce que on s'y attendait pas forcément, hein. À la base, je pense pas que c'est un joueur hyper offensif, hein, mais on voit qu'il a pris beaucoup de confiance, mais voilà, je pense que faudra encore attendre un petit peu. Il a eu un petit coup de mou un peu en début d'année, Moser, mais c'était plus dans la création du jeu parce que défensivement il reste toujours solide. Puis d'ailleurs Cyril a eu cette petite lueur, ça y arrive de temps en temps. C'était lundi, il a dit aujourd'hui il est là Moser. Et c'est vrai qu'il a fait comme diraient nos amis québécois, il a fait tout un match. Lundi, il était devant, il était derrière, il est bon. On avait l'impression vraiment que c'était un leader qui prenait les choses en main, quoi. Alors que c'est pas dans le caractère, c'est plutôt un gars tranquille, quoi. Puis c'est une nouvelle évolution, je pense. L'année prochaine, on devra le vousoyer, je pense, parce que s'il continue d'évoluer comme ça. Voilà, moi c'est justement ça que à un moment donné de la saison, je lui reprochais un petit peu, c'est que je pense qu'il est trop humble et puis il se dit que non mais je peux pas prendre le puck et puis traverser la patinoire puis faire un truc comme Romagnosi à l'époque, quoi. Alors dis pas alors, cité voilà. par Stéphane Rochette. alors je pense que c'est faux. Justement, il a un tel potentiel qu'il pourrait beaucoup plus le faire et là contre Zug, on a vraiment senti qu'il prenait les choses en main et ça il devrait plus le faire. Contre Zug, il était capitaine dû à l'absence de Kevin Fay. Kevin Fay, on le verra contre Rapperswil. C'est ton info, sauf erreur, Cyril. Il devrait être de retour pour les pré-playoffs. Alors aujourd'hui, à l'entraînement, il avait l'air en forme, tout allait bien, mais après on a vu, hein, tout, c'est une question d'heures, de minutes avec Kevin, hein, on sait pas pour les blessures. Mais... le poids d'une heure avec la Stamtiche au téléphone, voilà, c'est son dos qui a craqué. Hein. Ouais, c'est son dos qui a craqué. On le salue bien parce craqué. qu'on sait qui nous écoute. Hein. Non, mais le connaissant, le compétiteur que c'est, capitaine de l'équipe, je pense qu'il faudra beaucoup pour qu'il manque le match de mercredi contre Happy. Il a craqué évidemment à l'avant-match même, donc la Stammtisch s'excuse et le remercie aussi pour son heure qui nous a dédié dans la 13e tournée. Ça c'était la 14e, on arrive à la fin. Quelque chose à ajouter, messieurs? Nos MVP, Lyndon, nous on s'est pas exprimé encore. Les MVP du HC Bienne. Laurent nous a dit Moser. Moser, le tien? Luca Conti. Luca Conti. Voilà.
Ah ouais, Pour quelle raison? Pour une Moser, Bah, écoute, Kunti, c'est le joueur que j'ai vraiment trouvé bon à presque chaque match que j'ai vu du HC Bienne cette saison. Je trouve qu'il a eu le rendement d'un étranger. Pour moi, c'était clairement le meilleur joueur de l'équipe cette année et raison pour laquelle c'est mon MVP. Ouais. J'avais dit Moser en lançant. Laurent, je voulais te poser une question, mais je vais attendre d'avoir le chiffre exact. Environ une trentaine. C'est pas un peu décevant pour toi que le top scorer de Bienne, aujourd'hui, on parle pas au retour en Alena, aujourd'hui, 2021, le top scorer de Bienne a que 34, 34 points. C'est un peu décevant quand même, cette stat-là. Je dis pas 34 points, c'est décevant pour Kunti. Je dis le meilleur pointeur de Bienne, il a que 34 points. Ouais, c'est vrai que c'est peu et c'est certainement ce qui a manqué à Bienne cette année. C'est des gars justement qui sont vraiment tout en haut dans les stats. Hein. Je pense qu'il faut si on reprend toute la liste des meilleurs compteurs, il faut descendre un sacré moment jusqu'à ce qu'on trouve un Biennois. Donc j'ai l'impression quand même que toutes les bonnes équipes, en tout cas les équipes qui sont classées en tête, ont toutes des joueurs vraiment dominants offensivement. Après, ça enlève pas rien au mérite de Kunti. Je trouve qu'il a vraiment fait une saison exceptionnelle. Et puis, mais en effet, il manque un peu ce dynamisme offensif de la part de joueurs stars. Et ça, c'est dû au fait que les étrangers n'ont pas été hyper performants. Mais non, la boucle est bouclée. C'était la discussion début de saison. Il nous refait son discours old school. J'ai les stats du HC Vienne sous les yeux. Donc, Kunti, 34. Après, on a Pouliot, 32. Rayala, 32. Offer, 31. Moser, 30. Radgeb, 27. Brunner, avec 29 matchs seulement, 25 points. Ugly, 24. Fuchs, 24. Et 10e, Kunsley, 23. Dis-moi une équipe au hasard, Cyril. Une des 11 autres équipes de la Ligue. Je suis sûr Non, mais là, Non, mais dis-moi. C'est comme quand tu construis une maison. C'est comme si Une t'as équipe- 20 peintres en une bâtiment, équipe- puis t'as dis-moi pas une un équipe seul au hasard. architecte. Une équipe quoi, au tu vois, hasard. Zug a mieux, je pense. Alors, Zug, on va regarder. Zug, moi j'ai dit 10e, Kunsley, 23 points. Ouais. Zug, le 10e, Torel, 24. Ah, Et je pense que c'est la on seule. est à Zug. Ouais. On est à Zug. Et puis, si on prend une équipe normale, parce que Zug était Va voir Lugano. Lugano. Oui, mais justement, ceux qui vont te faire gagner des points, c'est les Kovar, les Hoffman qui te font des 21. saisons à 21. 50, 60 points, c'est ça? Oui. quoi. Ah oui. Voilà, on est d'accord. Et des 50-60 points, il n'y en a pas parce que ça a eu le temps de charger. Luca Kunti est 31e pointeur de la Ligue en étant top scorer du HC Bienne. Alors, moi, je ne cracherai jamais sur un top scorer qui fait peu de points Voilà. dans une saison. Parce que moi, j'ai vécu quand même, c'était la seule cérémonie Je trouve de qu'il a top encore plus, scorer. il a énormément Alors, de mérite. à mon avis. racontons cette parenthèse. Donc, Cyril, fin 2017, signe chez au 2017, il y a 4 ans. 2007, oui. Signe chez les Neuchâtel Young Sprinter, qui était pas néo-promu, c'était la deuxième saison, je crois, en Ligue B à l'époque. Il arrive là, c'était la star américaine pratiquement là, le vieux roublard qui arrivait, qui a quand même joué cette saison-là avec Romagnosi, Romain Leffel, parce que t'as eu Genadzi, il y a eu toute une. Ah, il y en a eu beaucoup. Froidevaux. Reto Raffiner, je crois. Même, Raffiner. Ouais. Il y a même Ngoy qui est venu. Ouais, non, mais c'est Il y assez. a eu tout le monde. Faut aller une fois sur le contingent. Bon, ils sont jamais restés longtemps, hein, parce que sinon on aurait été 2007, promu en Ligue 2007-2008, le contingent des Neuchâtel Young Sprinter avec Cyril Pache, top scorer, avec la cérémonie des top scorers à Bienne. Hein, donc c'est l'année de la promotion à Bienne, hein, c'était à l'hôtel Élite. Je vais y arriver. Donc Cyril avait fait, alors je dis de mémoire, il me semble 28 points. Ouais, j'en mettrais quand même un de plus. 29 ouais. points. Et puis, je crois, alors je dis ça aussi de mémoire, il me semble que c'était Lee Ginman avec un truc 105, 110, 115 points, quelque chose comme ça, qui était canadien à Sierre. Hein. Non, mais tu sais, comme c'était à l'époque, hein, Ouais, c'était ouais. pas vérifié, les points Ouais. et tout. Ouais, Et puis, après, sur la scène, ils arrivent, ils font les photos, puis je vois Ginman qui dit, Cyril qui dit quelque chose à Ginman, j'ai rigolé, puis j'ai demandé après à service, tu as dit quoi? J'ai dit, mais tu sais, je crois que j'ai mis autant de peine, autant de travail pour faire mes 29 points que toi, tes 115 points. Donc, grand respect à tous les top scorers qui font pas de points. Hein, voilà. Ça rapporte des sous pour la relève. Voilà. C'était la 14e tournée. Je vous repose la question. Quelque chose à ajouter avant Ouais, Ouais. c'est la fin de la saison régulière. C'est Tout à fait. notre première saison régulière, Cyril, avec
Lindon qui attend son deuxième enfant, reproducteur, mais je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est notre producteur. Parce Merci. que là, on déconne pendant 1 heure. Il y a des coupures. Hein. Nous, vous avez le produit final. Lindon, il passe un petit moment à couper les bêtises qu'on On n'ose pas dire. on va dire que c'est notre MVP. Quoi. C'est notre MVP. Voilà, c'est notre MVP. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve parce que notre saison n'est pas finie. Peut-être pour un dernier épisode, si bien est éliminé en pré-playoff, mais évidemment, ça ne va pas se produire vu qu'ils vont gagner le quart contre Lugano. C'est ce qu'on a annoncé dans cet épisode. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la 15e tournée. Ciao, bye bye. Ciao tout le monde, on se retrouve pour les quarts. Ciao, à bientôt. C'était la Stammtisch, proposée par le Journal du Jura.